Voilà, bonjour à tous. On va commencer cette session de médecine fœtale sous le signe de la génétique. Et on commence fort avec Anne-Gaëlle Cordier qui vient de Thonon. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir proposé ce sujet qu'on va faire en binôme avec Leïla, avec un mix un petit peu des informations sur les deux topos pour essayer de vous donner un maximum d'infos sur les nouvelles recommandations et reprendre un petit peu les bases aussi. Donc, pour rappel, le diagnostic prénatal non invasif, ça nous permet d'avoir la génétique du fœtus, mais dans le sang maternel, et de pouvoir éviter les gestes invasifs qui sont à risque de perte fœtale. Ce que l'on va pouvoir dépister dans le sang maternel, ce sont les cellules d'origine fœtale qui sont en fait le shading du syncytiotrophoblaste et qui va nous permettre d'avoir accès à l'ADN libre circulant, c'est-à-dire l'ADN fœtal, qui va être disponible dès 5 à 6 semaines d'aménorrhée. La quantité va augmenter au fur et à mesure de la grossesse et va disparaître après la grossesse, qui permet de ne pas avoir de risque d'interaction entre les différentes grossesses. Ce séquençage, je ne reviens pas tellement sur le détail. Vous savez que chaque séquence va être mise en fonction du chromosome et puis nous allons pouvoir déterminer avec ce séquençage à haut débit s'il y a trop ou pas assez sur certains chromosomes de certaines séquences et cette analyse sera plus détaillée par Leïla tout à l'heure, mais ça nous permet de savoir s'il y a une anomalie chez le fœtus. Dans l'historique, pour rappel, il n'y a pas si longtemps, on était au niveau de l'analyse des anomalies chromosomiques, on était au niveau du karyotype et on était même à la prise en charge du karyotype et de la proposition du karyotype que quand on avait plus de 38 ans. Et puis ensuite, on a associé les marqueurs qui nous ont permis de limiter l'indication des gestes. On a rajouté la nuque, puis les marqueurs du premier trimestre et on a pu affiner la sensibilité et la spécificité de notre dépistage des aneuploïdies. On a depuis 2011, en population à haut risque, pu intégrer le DPNI dans notre prise en charge, qui initialement était réservée à la trisomie 21, et on a pu associer ensuite la trisomie 13, la trisomie 18 et le diagnostic de sexe, et on l'a appliqué à la population générale. On a ensuite pu ajouter le diagnostic de certaines microdélétions, et on est enfin arrivé au whole génome, d'où la discussion de quelles sont les indications finalement de ce dépistage par l'ADN libre circulant. C'est une problématique parce que, en fait, on a accès à énormément d'informations, mais on n'a pas mis en place la législation, le cadre réglementaire pour avoir accès à ces résultats. Et si on ne cadre pas les choses, eh bien, on va être embêté dans le discours que l'on va donner aux patientes, puisqu'on ne saura pas forcément quoi faire de l'ensemble des résultats que l'on a. Et puis surtout, ce sont des examens qui coûtent cher et qui doivent quand même être réservés à des indications très précises. Initialement, pour rappel, le DPNI avait été mis en place dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 et les recommandations étaient d'expliquer à la patiente que c'était associé en fait au dépistage, mais que ce n'était absolument pas obligatoire. C'est-à-dire que les marqueurs sériques de la trisomie 21 doivent être proposés. Les explications doivent être données au moment de l'échographie du premier trimestre pour proposer à la patiente cette prise en charge et ce dépistage, mais ce n'est absolument pas systématique. On doit leur expliquer les modalités de prise en charge des fœtus et des enfants qui sont porteurs de trisomie 21 et on n'est pas censé aller plus loin. Sauf que ce dépistage nous a permis d'avoir des possibilités de diagnostic d'autres pathologies, en tout cas des orientations, et finalement, eh bien, on est allé un petit peu plus loin dans le dépistage. Et donc, on est passé des marqueurs sériques avec la clarté nucale aux marqueurs sériques, la clarté nucale et le DPNI, avec une augmentation de la sensibilité et de la spécificité qui nous fait penser que c'est quelque chose qu'il faut proposer aux patientes et puis qu'il faut étendre à d'autres anomalies. Le DPNI nous permet d'avoir donc une sensibilité de près de 100% avec un risque de non-rendu qui n'est pas très important, qui est d'à peu près 2%. Mais des indications qui doivent être gardées pour éviter déjà que ça coûte trop cher et puis que ça reste bien dans des indications ciblées. Et donc les indications du DPNI, vous les connaissez, c'est les marqueurs sériques pathologiques, on y reviendra, les grossesses gémellaires et puis les populations à risque. Les facteurs de risque d'échec sont les fractions fœtales insuffisantes, l'obésité, les maladies auto-immunes. C'est pareil, je ne reviendrai pas, ce n'est pas le sujet de ce topo. Et donc, dans la mise en place du DPNI dans la trisomie 21, eh bien, on a aussi pu mettre en place ce DPNI pour les trisomies 13 et 18.
En population générale, ce dépistage est un petit peu moins bon puisque vous voyez que la sensibilité est moins bonne et on a une sensibilité sur la T18 à plutôt 75% et pour la T13 à 60%, avec un taux de non-rendu qui est à peu près le même. La validation de ces études qui avaient été faites pour partie à l'étranger a été faite en France et on a montré que grâce à CEDAR, en population à haut risque, on avait un très très bon dépistage des trisomies 13, 18 et 21 par le DPNI et qu'on pouvait l'appliquer finalement à l'ensemble de ces trisomies en diagnostic. Ce dépistage par l'ADN fœtal a complètement changé nos pratiques puisque vous voyez que quand on regarde entre 2014 et 2018, eh bien, on a eu une utilisation de cette nouvelle technique qui est passée de 3000 prélèvements par an à 75 000 prélèvements par an. Et en parallèle, vous voyez que le nombre de karyotypes s'est effondré. Et donc, du coup, les gestes invasifs sont beaucoup moins fréquents. Pour autant, on a continué à avoir un dépistage identique de la trisomie 21, mais en limitant le nombre de gestes invasifs et donc, du coup, en limitant le nombre de pertes fœtales inutiles. Donc, je vous rappelle les indications du test de l'ADN libre circulant. Celles qui vont être remboursées par la sécurité sociale, ce sont les patients qui vont avoir des marqueurs sériques du premier ou du deuxième trimestre avec un risque supérieur à 1 sur 1000. Les patientes qui vont avoir une grossesse gémellaire, quelle que soit la chorionicité, les patientes qui auront un antécédent de grossesse avec un fœtus porteur de trisomie 21, et les parents porteurs d'une translocation robertsonienne impliquant le chromosome 21. Évidemment, ce prélèvement ne doit pas être proposé avant l'échographie, puisqu'il faut s'assurer que la clarté nucale est inférieure à 3,5 pour pouvoir rester dans les indications. On a rajouté d'autres indications à ce DPNI, qui sont des indications qui nécessitent l'accord d'un CPDP pour pouvoir le proposer aux patientes. Ces indications sont les marqueurs sériques qui sont entre 1 et 1 sur 50, puisque vous savez que dans ce créneau-là de résultats, on a plus d'autres anomalies que la trisomie 21. Et donc, il doit y avoir une discussion avec un CPDP pour expliquer que le DPNI ne sera pas suffisant et qu'il faut l'associer normalement à un karyotype complet et même une ACPA. Les patients qui ont un antécédent de fœtus avec une trisomie 13 ou 18 doivent aussi faire l'objet d'une discussion en CPDP. Si un des parents est porteur d'une translocation également, et puis si les marqueurs sériques sont inhabituels, même si le risque est inférieur à 1 sur 1000, mais si vous avez une papa qui est effondrée, c'est justifié de faire une demande de DPNI. Le DPNI en France a permis du coup d'augmenter le nombre de garder à peu près constant, mais d'augmenter ce nombre de dépistages sans augmenter le nombre de gestes invasifs, mais plutôt en le diminuant. Donc c'est une avancée qui est vraiment très importante pour la prise en charge prénatale. C'est plus sûr, on a une très bonne sensibilité et spécificité. Il y a vraiment peu de faux positifs, donc ça nous permet de diminuer les gestes invasifs et d'inquiéter les patientes le moins possible. Il y a peu d'échecs, il y a peu de non-rendus. C'est une procédure qui est très simple et qui peut être réalisée très tôt pendant la grossesse. Et le résultat est facile à interpréter sur, en tout cas, le dépistage de la trisomie 21 et sur la trisomie 13 et 18. Là, ça permet aussi autre chose, et c'est pour ça que la discussion se fait aujourd'hui, c'est que ça permet aussi d'augmenter le nombre de fœtus qui ont des anomalies des gonosomes. Pour autant, même si on a ce résultat, eh bien, ça ne sera pas rendu selon les recommandations actuelles, et on y reviendra. Donc, quelle est l'information que l'on doit donner aux patientes par rapport à l'ADN libre circulant? Eh bien, c'est un examen du coup, qui va être proposé sur une population à risque avec des indications que je viens de vous citer, qui est évidemment non obligatoire. Il est de base fait pour faire la recherche de la trisomie 21. Si la patiente le souhaite, on peut lui proposer de faire la recherche également de la trisomie 13 ou de la trisomie 18. Si c'est négatif, elle part sur un suivi classique. Si c'est positif, il est absolument nécessaire de faire le contrôle sur le liquide amniotique par une amniosynthèse, notamment quand il y a une trisomie 13 ou une trisomie 18, parce qu'il y a plus de mosaïques, et Leïla reviendra là-dessus. Le suivi échographique sur une patiente qui refuserait l'amniosynthèse pour s'assurer d'être sûr que c'est bien une trisomie 13, 18 ou 21, le suivi échographique ne suffit pas à infirmer le diagnostic, mais en tout cas, ça peut être mis en place si la patiente ne souhaite pas faire le DPNI. Et le risque de non-rendu est assez faible. Il faut vraiment s'adapter au contexte et aussi au suivi. Si jamais on a un non-rendu, vous savez qu'on peut faire un deuxième prélèvement 15 jours après, la fraction fœtale aura augmenté et on a plus de chances d'avoir un résultat.
Ça sont les recommandations de l'HAS sur lesquelles je ne reviens pas, mais que vous connaissez déjà tous. Juste un petit mot sur les marqueurs hors normes. Vous savez que parfois dans les rendus pour les marqueurs, on a des valeurs qui sont en dessous de 0,3 ou au-dessus de 5 mômes. Il y a un bornage des logiciels qui fait que du coup ça sous-estime le risque qui nous est rendu. Donc il est conseillé sur les patients qui ont une PAPA inférieure à 0,3 de proposer un DPNI. Et si on a pareil 2 marqueurs inférieurs à 0,5, ça peut être proposé également, mais de toute façon ça passera par un avis au niveau du CPDP. Évidemment, on ne parle de ça que s'il n'y a pas d'anomalie échographique au niveau prénatal, et ce sont des choses qui ont été bien démontrées par des études françaises et étrangères. Si vous avez des anomalies échographiques, eh bien, votre DPNI ne va pas suffire parce que si vous regardez au niveau du karyotype, eh bien, vous allez avoir des anomalies dans à peu près 8% des cas. Dans 8% des cas, vous aurez des anomalies que vous n'aurez pas dépistées avec l'ADN libre circulant dans l'étude CEDA, et dans l'autre étude de Wapner, c'est pareil, ils étaient à 6%. Donc ces études vont vraiment dans le même sens, c'est que si vous avez des anomalies échographiques, vous ne pouvez pas préposer le DPNI. Il y a quand même certaines anomalies qui ont été discutées avec les obstétriciens, les généticiens, comme étant des anomalies qui permettaient quand même de le proposer parce qu'elles n'étaient pas... ne justifiait pas d'interdire le DPNI. C'est des indications que maintenant je pense que vous connaissez tous. Les dilatations piéliques unies ou bilatérales, l'artère ombilicale unique, les kystes des plexus choroïdes, l'artère sous-clavière droite, le focus cardiaque. Donc ça, ce sont vraiment des examens, des anomalies qui sont considérées comme ne nécessitant pas d'interdire l'ADN libre circulant. Par contre, d'autres anomalies morphologiques majeures ou un retard de croissance, une macroglossie, la génésie des OPN qui nous pose souvent bien problème, les os long cours, et puis une association de plusieurs signes mineurs font qu'il y a une contre-indication à l'ADN libre circulant, et donc ça ne doit pas être proposé, ça ne sera pas réalisé par le laboratoire avec lequel vous travaillez, puisque de toute façon, ils vous demanderont un compte-rendu d'échographie avant de faire l'examen. Que pouvons-nous faire s'il n'y a pas de rendu? En fait, les causes les plus fréquentes sont les patientes qui vont avoir un IMC supérieur à 30. Donc, il faut reproposer un deuxième prélèvement. Les autres causes, vous pouvez avoir un âge gestationnel trop précoce, donc vous attendez que la fraction fétale augmente. Certaines anomalies chromosomiques fétales ou placentaires, et ça c'est pareil, Leïla va en reparler. Et puis les maladies auto-immunes, sur lesquelles il y a actuellement l'étude AFEPI qui est gérée par Alexandre Vivanti et qui nous permettra de savoir si effectivement ces maladies auto-immunes augmentent le risque. Et donc, la conduite à tenir sur ces patientes, c'est de les référer au CPDP, de faire un deuxième test. Et si jamais, effectivement, on n'a toujours pas de rendu après le deuxième prélèvement, il faut savoir discuter un prélèvement invasif au cas par cas. Les causes de faux positifs, c'est pareil, Léla, je pense que tu en reparleras, mais n'oubliez pas qu'il y a un risque de faux positif quand il y a un vanishing twin. Parfois, on l'a su le repérer sur l'échographie du premier trimestre, et puis parfois, on n'a pas vu qu'il y avait un jumeau évanescent, puisqu'on a vu la patiente beaucoup plus tard. Donc, ça fait partie des causes de faux positifs. Il y a également les anomalies confinées au placenta, c'est plus fréquent sur les trisomies 13 et 18, et puis les pathologies maternelles méconnues. Il faut y penser sur les scores aberrants, mais c'est pareil, Leïla, elle en reparle aussi. Et donc, c'est très important dans ces cas-là de faux positifs de bien faire un examen génétique placentaire à la naissance pour pouvoir avancer sur ce qui s'est passé pendant la grossesse. Et donc, la discussion, c'est de savoir, puisqu'on peut voir les trisomies 21, on peut voir les trisomies 13, les trisomies 18, on fait aussi le diagnostic de sexe, eh bien, en fait, il faut savoir que les généticiens, ils peuvent voir beaucoup plus de choses que ça. Et dans quelle mesure est-ce qu'on doit proposer le whole génome aux patients qui vont être dans les groupes à risque ou bien même en population générale? Pourquoi est-ce qu'on le limiterait à la trisomie 21 alors que finalement, on peut voir beaucoup plus de choses? Et on peut en proposer finalement maintenant aux patientes qui sont dans une population à risque uniquement, de rechercher des anomalies plus rares, peu connues, mais dont la prévalence est quand même suffisamment importante pour que ce soit justifié de le proposer. Et donc, il est proposé depuis maintenant 2 ans de faire un whole génome chez les patientes à risque pour rechercher les trisomies autosomiques rares et certains déséquilibres segmentaires qui sont cliniquement significatifs. Je vais revenir là-dessus. C'est un test qui est vraiment un test à part entière. Donc, vous ne devez pas dire à la patiente, vous avez des marqueurs sériques supérieurs à 1 sur 1000, on va vous faire le DPNI, et puis ne pas lui expliquer qu'il y aura le dépistage de la trisomie 21, 13, 18, mais aussi le dépistage de plein d'autres choses dont on va reparler. Vous devez lui laisser le choix et discuter avec elle de l'intérêt d'aller plus loin que les trisomies les plus classiques. Et donc, ça demande vraiment une discussion qui est un petit peu plus longue.
il faut vraiment sélectionner la population de 1 sur 1000 et puis leur expliquer les limites de cette extension, je dirais, des indications du DPNI, enfin des résultats du DPNI. Pourquoi ? Parce que plus on va loin et plus on va avoir des résultats dont on ne sait pas quoi faire. C'est toujours le problème des CNV dont on a parlé. On va sélectionner une population cible pour réduire le taux de faux positifs. Et donc, vous voyez, on va se limiter aux patients qui ont des marqueurs supérieurs à 1 sur 1000, puisque quand on regarde sur cette étude de Lindquist, eh bien, on se rend compte qu'avec des marqueurs supérieurs à 1 sur 10, eh bien, on a 4,6% d'anomalies supplémentaires. Donc, ça peut avoir un intérêt. Si on est au-delà de 1 sur 1000, eh bien, on est à 0,6 et ça devient des choses qui ne sont pas suffisamment fréquentes pour justifier la technique. Pareil, au niveau de la résolution, il faut savoir mettre un cut-off. Si vous rendez tous les CNV inférieurs à 5 mégabases, eh bien, vous allez avoir une sensibilité qui est vraiment très mauvaise. Il vaut mieux avoir une sensibilité qui est meilleure et une spécificité qui est meilleure aussi pour avoir un intérêt sur ce test. Et donc, on va mettre une limite au niveau de la résolution. Et ce qui avait été défini par la CLF, c'était de mettre une résolution à 7 mégabases. Et donc, le rationnel du DPNI Whole Genome, ce n'est pas de le proposer à tout le monde, c'est vraiment de le proposer sur une population ciblée et d'avoir une pertinence clinique dans ce que l'on propose et dans ce que l'on rend. Et donc, la pertinence, elle vient du fait que l'on va rendre en fait uniquement les anomalies qui vont avoir une conséquence clinique. Donc, tout ce qui n'aura pas de conséquence ne va pas être rendu. Et tout ce qui va être confiné au placenta mais qui n'est jamais retrouvé au niveau fœtal ne va pas être rendu non plus. Je vous ai juste mis 2 exemples. Par exemple, pour la trisomie 3, on sait qu'il peut y avoir une mosaïque fœtale, mais on sait qu'il n'y en a jamais au niveau du fœtus. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas rendu. Par contre, sur la trisomie 16, on sait qu'il peut y avoir une mosaïque fœtale, qu'il peut y avoir des conséquences au niveau fœtal dans un certain nombre de cas. Et donc, du coup, eh bien, on va restituer l'anomalie parce qu'il faut aller la vérifier au niveau fœtal. Il peut y avoir une conséquence au niveau de l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'ont été définies ces règles de rendu des résultats du Whole Genome. Et donc, cette stratégie, elle est vraiment faite pour limiter les difficultés d'interprétation en décidant de ne rendre que certaines anomalies. Donc, les délétions duplications au-delà de 7 mégabases, les trisomies 2, 8, 9, 12, enfin voilà, celles-ci, elles sont vraiment des trisomies qui vont avoir une répercussion clinique si le fœtus est atteint, donc il faudra les rendre. Il y a des recommandations qui vont évoluer, évidemment, tous les ans, c'est rediscuté en fonction de l'évolution des techniques, mais ces recommandations, il faut essayer de les suivre de façon annuelle. Et puis, il faut aussi réfléchir encore à nouveau parce que, voilà, actuellement, on est censé pas rendre les CNV qui sont responsables de pathologies à révélation tardive ou qui sont associés à des cancers maternels, mais c'est des choses où, au fur et à mesure de l'évolution de nos pratiques et puis aussi de l'évolution de la société, je pense qu'il y a un moment où on sera de toute façon obligé de rediscuter si on les rend ou pas. Donc, il y a un choix également, et je finirai quasiment là-dessus, il y a un choix qui est aussi de ne pas rendre les résultats sur les chromosomes sexuels. C'est un débat qui est assez je dirais, compliqué, parce que le DPNI nous permet de voir ces anomalies des gonosomes, et pour autant, comme il n'est pas accepté par la plupart des CPDP d'interruption de grossesse sur les anomalies des gonosomes de type Turner, Klinefelter et triple X, eh bien, c'est pas rendu, même si c'est connu. Et c'est des anomalies que l'on voyait lorsque l'on faisait la myosynthèse. Et donc, du coup, les parents avaient l'information et pouvaient soit se préparer s'ils poursuivaient la grossesse, soit demander l'interruption. Il y a certains centres qui acceptaient quand même. Et donc, ça donnait lieu toujours à des débats au quotidien, je dirais. Enfin, pas au quotidien, mais en tout cas mensuel dans la plupart des centres. Donc, en fait, du fait qu'on passe au DPNI et qu'il n'y a plus ce karyotype, eh bien, il va y avoir une augmentation du nombre des naissances de ces enfants qui ont des anomalies des gonosomes, puisqu'il n'y aura pas de rendu au niveau des couples. Donc ça, c'est quelque chose pareil qui va être, à mon avis, discuté au fur et à mesure des années. Donc voilà. Et puis on continue évidemment le DPNI pour le SRY dans le cas des maladies liées à l'X, mais ça, c'est tout à fait classique. Donc ce qui est très important à retenir, c'est que ce discours que l'on doit modifier du fait de l'arrivée de l'ADN libre circulant et du Whole Genome, il doit s'adapter au contexte, c'est-à-dire ne pas se limiter à la trisomie 21, mais du coup maintenant expliquer l'ensemble de ce que l'on peut voir, les limites de ce que l'on voit. Il faut utiliser faire un deuxième prélèvement si on n'a pas de rendu pour augmenter la fraction fœtale et contrôler les résultats par amyosynthèse si jamais vous avez un résultat qui est positif parce qu'il y a un risque de mosaïque placentaire.
Il faut proposer le whole génome, mais en ayant un discours complet, associé, et puis expliquer les limites du rendu du résultat avec la limite de taille de ce que l'on rend, l'incidence clinique des résultats que l'on rend et l'absence de rendu des gonosomes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. On fait la discussion commune ? En fait, elle complète. C'est comme vous voulez. Oui, mais c'est une bonne idée. Donc, allez, discussion commune. Accueillir le docteur El Khattabi, donc, qui est généticienne à Paris et qui va nous parler de la partie un petit peu plus diagnostique de ce test sur sang maternel. Merci, bonjour à tous et merci au comité d'organisation pour l'invitation. Donc en fait, ça va se recouper un peu, mais en fait, ça se complète plutôt. Donc moi, je vais traiter la partie technique, le point de vue du cytogénéticien. Ah, merci. Et donc ça va parfaitement se compléter avec ce que vient de vous présenter Anne-Gaëlle. Ah oui, c'est mieux. Donc sans rentrer dans le détail, juste pour vous rappeler d'où est né ce test non invasif, de la présence de matériel fœtal dans la circulation maternelle. Et ce matériel fœtal, il est sous 3 formes principales, de l'ARN, de l'ADN et des cellules fœtales circulantes. Donc celui qui est exploité aujourd'hui dans le cadre de diagnostic ou de dépistage, c'est vraiment l'ADN libre circulant, ce qui n'empêche pas l'ARN libre circulant d'être proposé comme marqueur de prééclampsie ou des choses comme ça. Donc quand on regarde l'ADN, sans revenir sur le détail que vous a présenté Anne-Gaëlle, gardez juste en tête que c'est un mélange d'ADN maternel et d'ADN fœtal, entre guillemets, et que la majorité de l'ADN circulant, c'est quand même de l'ADN maternel. Et la petite fraction concerne l'ADN fœtal, et que le génome du fœtus est totalement représenté dans la circulation maternelle. Il ne faut pas croire à des proportions distinctes d'une région chromosomique à une autre, mais globalement, on retrouve absolument la totalité du génome dans la circulation maternelle. Donc vous avez 2 grands types d'exploitation de ce matériel. Soit vous regardez des anomalies chromosomiques, soit vous regardez des anomalies géniques. Donc quand vous regardez des anomalies géniques, ce qui s'est beaucoup développé, enfin anomalies géniques ou pas forcément anomalies, ce qui s'est beaucoup développé, c'est le diagnostic de sexe fœtal non invasif et le diagnostic du rhésus non invasif également. Parce que c'est des analyses très simples, vous recherchez du matériel qui provient du papa en fait. Donc c'est très facile, vous n'êtes pas contaminé par le matériel maternel, vous ciblez le matériel qui provient du papa. Et donc on a tendance à dire que c'est du diagnostic prénatal non invasif. Ça peut se discuter, mais on appelle ça plutôt diagnostic. Et puis après, vous avez ce qui va nous intéresser aujourd'hui, tout ce qui est dépistage d'anomalies chromosomiques. Et là, on va rester sur la notion de dépistage, parce que ce que vous analysez, c'est vraiment un ensemble de matériel maternel et fœtal. Et donc la technique qui s'est développée le plus, mais il y a d'autres techniques qui l'ont rejointe, c'est quand même le séquençage à haut débit. Donc restons sur cette base de séquençage à haut débit. Et donc en fait, le principe est très simple. Elle vous l'a dit, Anne-Gaëlle, on recherche une surreprésentation d'un chromosome. Donc, je compte le nombre de molécules que j'ai sur chaque chromosome et je regarde si les molécules qui correspondent au chromosome 21 sont surreprésentées par rapport au reste et surtout par rapport à une population de référence. Donc ça revient à calculer des Z-scores, des mômes, etc. Enfin, on se réfère toujours à une population de référence. Et donc l'évolution que vous a présentée Anne-Gaëlle, elle a été très simple, hein. On sait faire ça depuis plusieurs années à l'étranger. En France, ça rentre tout juste parce qu'il y avait la contrainte du marquage CUVD et donc il fallait qu'une compagnie qui ait le marquage CUVD développe cette possibilité-là. Donc en fait, comme vous faites pour la trisomie 21, 18 et 13, eh ben, vous comparez cette fois-ci n'importe quel autre chromosome, chromosome 22, chromosome 1, etc., au reste des chromosomes et à une population de référence. Donc le principe reste exactement le même et ça vous permet de détecter les trisomies rares. Et puis si vous voulez voir ce qu'on appelle les anomalies segmentaires, donc c'est des anomalies qui vont concerner des portions de chromosomes, effectivement en perte, délétion ou en gain, duplication, et bien cette fois-ci il suffit de comparer des régions chromosomiques, là que je vous ai marquées en vert et en jaune, entre elles et à d'autres régions chromosomiques sur d'autres chromosomes. Et donc là, vous pouvez détecter les anomalies segmentaires. Donc ceci peut être représenté sous forme de graphique. Pour nous, on aime bien les graphiques, mais ça peut être tout simplement des chiffres.
Et donc là, vous avez un exemple d'un outil académique qui vous permet de visualiser chromosome par chromosome. Donc là, vous avez 22 chromosomes, il n'y a pas les gonosomes. Et par région chromosomique, ce fameux Z-score. Pardon. Donc les performances, je les rappelle, mais c'est un peu, en fait, quand on prend différentes sources, on retrouve à peu près les mêmes performances. Dans les méta-analyses, ce qui se calcule beaucoup, c'est la sensibilité spécificité, effectivement, et on voit que les chiffres sont très hauts pour la trisomie 21, restent très hauts pour la 18 et 13, même si un peu plus bas. Et si on prend vraiment les valeurs qui ont du sens pour le clinicien et pour la patiente, surtout, c'est les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Donc, quand c'est positif, quel est le risque pour que ce soit réellement positif? Quand c'est négatif, quelle est la proportion du réellement négatif là-dedans? Et donc là, vous avez des chiffres de la plateforme de la PHP qui correspondent, parce qu'il faut savoir que ces chiffres, ils dépendent de plusieurs paramètres. Alors certes, il y a la prévalence générale dans la population étudiée, mais il y a aussi des questions techniques. Donc en tout cas, pour le test qui est largement utilisé en France aujourd'hui, le NIPT Verisec, les performances que l'on a calculées sur notre cohorte sont à plus de 90% pour la trisomie 21 en VPP, 70% et 60% pour la tri18 et tri13 respectivement, et une valeur prédictive négative extrêmement élevée. Donc vous le savez que c'est pris en charge depuis maintenant 2 ans et demi déjà. Et dans les indications que vous a présentées Anne-Gaëlle, donc je vais passer très vite. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du dépistage secondaire et du dépistage primaire selon les situations. On est quand même majoritairement en dépistage secondaire. Pardon. Je vais m'attarder un petit peu sur les limites du test, juste pour comprendre d'où viennent les limites en fait. Donc vous l'avez vu, on a d'excellentes VPP, VPL, mais on n'atteint pas le 100%. Ça, on en a fait le deuil. Il y a quelques années, il y a eu ce papier qui a arrêté cette appellation de diagnostic prénatal non invasif dans les différents congrès, parce qu'on parlait de diagnostic, et on a dit, c'est bon, on fait le deuil, on n'arrivera jamais à avoir 100% de sensibilité et de spécificité, très bien, pour la simple raison qu'effectivement, c'est biologique. Donc, si je puis dire, il y a 2 grosses raisons pour lesquelles on n'y arrivera jamais. D'une part, l'origine présentée par Anne-Gaëlle, effectivement, qui est cytotrophoblastique. Donc pourquoi? Parce que, quand vous le voyez sur ce petit graphique-là, qui vous montre le développement embryonnaire précoce, le cytotrophoblaste, lui, il est issu du trophoblaste du blastocyste, alors que l'embryon dérive de la masse cellulaire interne, etc. Donc vous voyez quand même que c'est assez lointain dans les trajectoires. Et donc beaucoup de choses peuvent survenir durant ces processus, et en particulier des anomalies chromosomiques dites post-zygotiques, des accidents chromosomiques qui peuvent arriver et qui arrivent très souvent au niveau du cytotrophoblaste, parce qu'il y a un rythme de multiplication très élevé des cellules, donc ça crée un risque plus élevé d'anomalie, qu'elles soient chromosomiques ou géniques d'ailleurs. Donc ça crée du mosaïcisme fœtoplacentaire, possible, hein. Heureusement, ce n'est pas des situations communes. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça? Ah oui, d'accord, oui. Oui, super, merci. Ah, vous avez un petit pointeur, c'est encore mieux. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc la situation la plus classique quand même, c'est quand toutes les cellules du fœtus et du placenta ont le même contenu chromosomique. Donc c'est la situation A, on est très bien. Dans certaines situations, on va avoir un mosaïcisme mixte, ici, donc des petites cellules trisomiques en bleu qu'on va retrouver à la fois dans le placenta et dans le fœtus. Très souvent, elles sont quand même détectables par le DPNI, mais dans certains cas, on n'est pas à l'abri d'avoir des faux négatifs. Il y a la situation, enfin 2 situations de faux positifs où les cellules trisomiques sont uniquement placentaires, vous le voyez ici, donc c'est source de faux positifs. Et puis la situation qu'on craint tous et fort heureusement qui est extrêmement rare, c'est la situation de la discordance fœtoplacentaire où il va y avoir des cellules trisomiques chez le fœtus mais pas dans le placenta. Et donc là, c'est source de faux négatifs.
Donc ça, c'est la première cause limite biologique. Et puis, vous avez une deuxième limite biologique, c'est que l'ADN libre circulant, en fait, il provient de multiples sources. Donc, à la fois des cellules maternelles, donc, comme vous le voyez sur ce petit schéma publié récemment dans Science par notre grand pape du DPNI, Denis Law, vous avez des profils d'ADN libre circulant qui correspondent à absolument tous les types cellulaires, tous les organes de la maman. Donc ça peut provenir de n'importe où. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir de multiples sources fétales quand vous êtes justement en situation de grossesse gémellaire et la problématique du jumeau évanescent. Donc quand on a un DPNI négatif, on est très rassurant quand même parce qu'on a une valeur prédictive négative qui est supérieure à 99%. On n'est jamais à l'abri, donc c'est pour ça qu'on reste quand même sur un suivi échographique de la grossesse, etc., parce qu'on peut avoir l'apparition de signes d'appel échographique ultérieurs et éventuellement un faux négatif. Et donc là, c'est un exemple où effectivement un DPNI qui était normal a été infirmé plus tard, après apparition de signes d'appel échographique, qui ont justifié la réalisation d'un karyotype montrant la présence d'une trisomie 21. Et comme vous le voyez sur ces cellules analysées sur du placenta post-IMG, il se trouve que ce fœtus avait une mosaïque placentaire, fœtoplacentaire. Donc c'est une situation où habituellement on détecte quand même au DPNI la trisomie, mais en deçà d'un certain seuil de trisomie, en l'occurrence là il y avait un tiers de cellules seulement qui étaient trisomiques 21, on risque de louper la trisomie. Donc, il y a ce papier qui a estimé ce risque de faux négatif potentiel du DPNI pour les trisomies communes à, ici vous voyez, 3,5%. Donc, en gros, c'est dans toutes les trisomies communes, 3,5% pourrait donner un faux négatif de DPNI. Alors, c'est à prendre avec précaution parce que la cohorte ici, c'est une cohorte avec anomalie, je vous l'ai surligné, anomalie à l'échographie et hyperclarté nucale. Donc c'est vraiment le maximum qu'on puisse atteindre. Donc vous avez les faux négatifs et vous avez également ce qui n'est pas détectable par le DPNI. Il ne faut pas que la patiente pense qu'un DPNI dit whole génome, c'est vraiment une analyse du génome. C'est loin d'être le cas. Donc toutes les anomalies géniques ne seront bien évidemment pas détectées. Et vous avez même une non-détection des triploïdies. D'où l'intérêt aussi de continuer le suivi échographique. Donc, en France, tous les tests qui sont disponibles ne détectent pas les triploïdies. Alors, cette fois-ci, quand on a un DPNI positif, on a dit que la VPP était très élevée, mais elle varie en fonction du chromosome, de l'aneuploïdie, et en fonction du risque. Donc, ici, vous avez des résultats qui collent avec ce que je vous ai présenté de la plateforme, environ 90% de la trisomie 21, et la baisse dans la 13 et la 18 est liée à deux causes majeures. C'est la prévalence, qui est plus basse pour la 13 et 18, mais comme vous l'a dit Gaëlle, aussi à la présence plus fréquente de mosaïques confinées au placenta dans la 13 et 18 par rapport à la 21. Le taux de faux positifs reste très faible, néanmoins, on est en deçà de 1% dans cette étude, et c'est ce qu'on a nous aussi, mais ce n'est pas zéro. Donc, les faux positifs, la patiente, quand elle reçoit un résultat, elle a quand même un risque, dans moins de 1% de cas, que ce soit un faux positif. Donc là, je parle pour les trisomies communes. Donc ici, un exemple où, effectivement, c'était une mosaïque confinée au placenta, parce que le DPNI était positif à la tri 18, le karyotype montre un karyotype normal, masculin, sans trisomie 18, et quand on réalise la fiche sur placenta, on voit qu'il n'y a que des cellules trisomiques 18 dans le placenta. Donc ça, c'est pas fréquent, mais commun. Donc, cette problématique de mosaïque confinée au placenta, elle va être très fréquente avec les trisomies rares, d'où l'étude que vous a présentée Anne-Gaëlle, enfin, le travail collectif que l'on a réalisé dans le groupe de travail des PNI de la CLF, pour justement sélectionner un petit peu les chromosomes qui sont les moins pourvoyeurs de mosaïque confinée au placenta, mais ça reste très élevé. Il ne faut pas croire que c'est réservé aux trisomies rares. Les mosaïques confinées au placenta, on le sait aujourd'hui,
elles sont également possibles avec des anomalies dites segmentaires. Cela a été publié, nous on a eu plusieurs cas, c'était une notion qu'on n'avait pas avant le DPI. Et puis à côté de ce mosaïcisme confiné au placenta, vous allez avoir effectivement toutes les anomalies qui vont provenir de la maman et qui vont contaminer, on l'a dit, on a plus de 80% de l'ADN circulant qui provient de la maman. Donc, deux possibilités de contamination, entre guillemets, soit une anomalie chromosomique qui est présente de façon constitutionnelle chez la mère. Donc là, ça veut dire qu'elle est née avec. Donc, toutes ces cellules présentent l'anomalie. En général, une anomalie chromosomique de grande taille s'accompagne quand même d'un certain phénotype. Et il est quand même extrêmement rare d'avoir une anomalie de grande taille chromosomique chez une patiente qui soit normale. Donc, vous le verriez. Donc, cette problématique d'anomalie constitutionnelle chez la mère va se poser surtout lorsqu'on va regarder des anomalies de petite taille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc là, vous avez un exemple de DPNI où on avait vu une délétion sur le chromosome 14. Et en fait, en réalisant l'analyse chromosomique sur le sang de la maman, on retrouve exactement la même délétion. Elle fait une taille de 2 mégabases. Donc, dans ces tranches-là, plus on va descendre en deçà de 3 mégabases à peu près, plus on sera contaminé avec des variants maternels qui s'accompagnent d'un phénotype normal chez la maman, mais du coup qui peuvent être fréquents. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Après, ce qui contamine également, c'est ce qui est somatique. Donc toutes les anomalies chromosomiques d'origine somatique. Donc là, il va y avoir un clone maternel, quelques cellules de la maman, cancéreuses ou non, qui portent des anomalies chromosomiques. Et donc, on va dire que les papiers qui ont jeté le pavé dans la mare, c'est des papiers de l'équipe de Joris Vermeersch en Hollande, et puis après, s'en est suivi d'autres papiers de Diana Bianchi, en particulier aux États-Unis, où ils avaient dépisté du cancer présymptomatique chez des mamans qui venaient tout simplement pour un DPI. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout organisé en France, donc on ne rend pas ce type d'anomalie, mais comme l'a dit Anne-Gaëlle, ça pourrait venir, effectivement, sous la pression sociétale, c'est possible, avec l'évolution du test lui-même, parce qu'aujourd'hui, il ne flague pas, il ne vous dit pas « attention au risque de cancer ». Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait une organisation de nos pratiques avec un réseau qui se monte autour de ça, parce que c'est très compliqué. La valeur prédictive positive de ce type d'anomalie est très élevée. Ce qui est décrit, c'est 60%. Donc, dans 60% de cas d'anomalies suggestives de cancer, on retrouve réellement un cancer chez les mamans. Mais au prix d'une IRM générale, d'investigation à non plus s'arrêter, puis il restera les 40% qui vont rester avec ce doute-là de ne pas savoir finalement si c'était un faux positif ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à retrouver. Donc ici un exemple d'anomalie de ce type de la plateforme qu'on avait rendu en trisomie 13 parce qu'en fait dans toutes ces anomalies détectées il y a une trisomie 13 et qu'on n'a jamais réussi à confirmer chez la patiente. En revanche, ultérieurement, il y a eu un diagnostic d'adénocarcinome colique qui nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. Probablement que ça provient de là. Donc, pour finir avec les faux positifs, la situation du jumeau évanescent évoquée déjà par Anne-Gaëlle, juste pour vous dire que c'est source de 8 fois plus de faux positifs par rapport à une grossesse singleton, comme vous le voyez dans ce papier. Mais on reste quand même bien en deçà du taux de faux positifs que l'on peut avoir avec des marqueurs sériques. Donc, certes, on a l'impression que ça gonfle le taux de faux positifs, mais ça reste bien inférieur à ce qui était disponible avant le DPI. Alors, on n'a pas tellement de recommandations aujourd'hui. On dit qu'une grossesse avec jumeaux évanescents, on peut la prélever à n'importe quel moment pour un DPNI. Et puis, de toute façon, nous, on adapte notre logiciel pour lui dire, voilà, c'est une gémellaire. Donc, il y a quand même ce papier, je pense à suivre, à surveiller dans nos données, qui dit qu'un prélèvement au-delà de 14 semaines réduit significativement le taux de faux positifs, puisque vous le voyez, il passe de 5% à 0,8%, mais la cohorte reste quand même très restreinte. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des anomalies autres, puisque Anne-Gaëlle en a parlé, et je vais juste vous donner un retour de la plateforme de la PHP.
sur un peu moins de 10 000 DPNI que l'on a réalisés, dit whole génome, on avait, on va dire, 90 anomalies dites restituables, c'est-à-dire qui correspondent aux recommandations de la CLF. Donc, quand vous voyez 0,9% à peu près de trisomie rare associée aux anomalies segmentaires versus à peu près 1,3% de trisomie commune, la question que l'on a souvent, c'est « Oh là là, ça va exploser le nombre de gestes invasifs ». Et je voulais vous rappeler les chiffres de l'ABM, puisque aujourd'hui on est à 15 000 gestes invasifs. Là-dedans, 75% sont réalisés pour hyperclarté nucale, signe d'appel échographique, MSM, etc. Seulement 7,5% sont réalisés pour un DPNI positif. Et donc, le petit incrément d'anomalies autres que les trisomies communes ne sera pas majeur dans le nombre de gestes invasifs réalisés en France. Et donc, on a calculé une valeur prédictive positive de ces trisomies rares à 14% environ et 40% pour les anomalies segmentaires, ce qui correspond déjà à ce qui était rapporté par les études Trident dans les Pays-Bas. Il faut regarder surtout ces chiffres-là parce que là, on est en population générale. Et donc, pour conclure, on martèle le même message, dépistage et non-diagnostic. Pourquoi la PLA plutôt que la BT? C'est effectivement pour des questions de mosaïque confinée au placenta. Il y a une variabilité de l'offre sur le territoire. Vous n'avez pas les mêmes tests qui sont réalisés par tous les laboratoires, même si le NIPT Verisec est quand même réalisé dans la majorité des laboratoires. Il y a des laboratoires qui vont offrir un test qui ne détecte que les trisomies communes, d'autres qui vont offrir un test qui ne détecte que les trisomies communes et quelques trisomies rares, d'autres qui vont avoir le fameux whole génome, etc. Donc il faut savoir quel est le test disponible dans le laboratoire avec lequel vous travaillez. Donc effectivement, l'information se complexifie à la patiente. Il faut lui rappeler que la VPP reste extrêmement bonne, mais qu'elle varie forcément en fonction des indications et des types d'anomalies, puisqu'on l'a vu, on part de 10% dans les trisomies rares jusqu'à 90% dans les trisomies 21. Il ne faut pas qu'elle confonde les deux. Et je vous remets les chiffres quand même à garder en tête parce que là, je pense qu'on va se stabiliser autour de ces chiffres-là pour les VPP des rates et des anomalies segmentaires. Et rappeler également que la VPN, même si elle est excellente pour les trisomies communes, on ne la connaît pas pour les anomalies autres. Et donc, d'où notre insistance de dire que cet ADN T21 whole génome reste un dépistage de trisomie 21, 13-18, OK. Et éventuellement, il peut découvrir d'autres anomalies fortuitement, entre guillemets. Donc, ces recommandations sont en cours d'évaluation, justement. Hier, on a eu une réunion du GT-DPNI à CLF pour justement colliger nos données et voir si on est amené à faire évoluer les recommandations. Donc voilà, je remercie tous nos collaborateurs et l'équipe de la plateforme. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux excellents topos. Et place maintenant aux questions. Je passe le micro à ceux qui veulent. Merci pour ces très bons topos. J'ai une question pour Leïla. Tu as la diapo où tu as montré la délétion maternelle de 2 mégabases. Il y a eu quelque chose que j'ai dû rater, puisque dans mon souvenir, la résolution du DPNI était celle d'à peu près du karyotype. Oui. Alors, c'est bien que tu poses la question parce que je voulais le repréciser. En fait, ce n'est pas la CLF qui a choisi le seuil de 7 mégabases, même si on serait resté quand même dans ces eaux-là de 7-10 mégabases. Nous, quand on rendait hors NIPT Verisec, on était déjà dans le seuil d'une dizaine de mégabases. Donc, c'est le fabricant qui a dit que son seuil, c'était à 7 mégabases. Là, ce que vous voyez, le schéma, là, il provient d'une analyse par un autre outil, pas celui de NIPT Verisec. Et donc, dans cet outil-là, qui est utilisé par les Hollandais d'ailleurs, c'est celui qui a été utilisé dans les études Trident, la limite n'est pas définie. Il détecte ce qui est détectable. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a plusieurs paramètres qui jouent. En fait, le fait est que ce soit maternel. Ça veut dire que c'est présent dans plus de 80% de l'ADN. Même si c'est petit, c'est détectable. Alors que ça aurait été fœtal, à 10%, 5% du total, on serait peut-être passé à côté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça,
Déjà, on est dans le cadre du test marqué CUVD, donc on ne rend que ce qui est détecté par le test lui-même. Ça permet de faire des études plus tard. Mais on ne l'aurait même jamais rendu parce que ce n'est pas associé à un syndrome clinique connu. Merci beaucoup pour vos interventions. Il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait, c'est le risque des autres trisomies par rapport au seuil de 1 sur 1000. Je veux dire qu'effectivement, le nombre global d'anomalies chromosomiques est plus important chez des femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 1000, mais si on enlève la tri-13, la tri-18, la tri-21 dans le calcul de risque, et si on enlève les signes d'appel écho, et plus particulièrement une clarté nucale relativement élevée, c'est-à-dire supérieure au 95e centile, il n'y a pas plus de risque d'anomalies chromosomiques autres chez une femme qui a un risque sur 5000 qu'une chez une femme qui a un risque sur 500. Autrement dit, si on dit on fait le whole génome chez les femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 1000, alors qu'elles ont le même risque que chez une dame qui a 1 sur 5000. Des autres trisomies, j'entends bien, et sans signe d'appel. En voyant. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que franchement, il ne faut plus dire que quand c'est supérieur à 1 sur 50, il y a les autres, on trouve autre chose sur le DPNI, parce qu'il faut éviter de faire du DPNI pour les femmes qui ont plus de 1 sur 50 de risque, et rester quand même le message invasif, parce qu'il y a plus de 50% des dames qui ont un risque supérieur à 1 sur 50 qui ont eu des PNI depuis 1 an. Donc ça, il faut essayer de faire passer le message. Parce que le message, il n'est pas donné correctement par les praticiens. Oui, oui. Hein, non, mais tu sais que voilà, on les explique aux patients que voilà, le seul rendu qu'on aura, ce sera à 13, 18, 21, et que même si on cherche d'autres choses avec le whole génome chez ces patientes-là, c'est pas ça ça va pas nous donner les bonnes réponses en fait. Donc, on insiste toujours pour dire qu'il faut faire de l'invasif au-delà de 1 sur 50. Mais il y a des patientes qui ne veulent pas prendre ce risque-là. Mais on insiste sur ça, et ça c'est très important que tu le rappelles, je suis d'accord. Après, je vous ai montré une étude par rapport au 1 sur 1000. Je t'ai montré qu'en fait, il y avait plus d'anomalies de façon globale. Plus on augmentait, plus on avait un risque élevé. Donc ça comporte aussi des trisomies dedans. Mais le P n'était pas bas, c'était pas inférieur à 0,05. Franchement, quand on enlève les signes d'appel, quand on enlève les nuques supérieures au 95e centile, d'ailleurs c'est ça qui avait fait augmenter le risque. Mais si par exemple on compare que, c'est-à-dire si on enlève la nuque de calcul de risque, si on laisse seulement les marqueurs sériques, le risque est le même. Je veux dire, c'est sur les autres anomalies. Je parle pas 13, 18, 21. C'est les autres anomalies. Donc c'est vrai que c'est gênant. Pourquoi cette réflexion? Parce qu'on va être confronté à deux choses. Est-ce qu'on arrête les marqueurs sériques? Si on arrête les marqueurs sériques, on fait du DPNI à tout le monde, donc du whole génome à tout le monde. Et si on ne les arrête pas, à ce moment-là, on fait le whole génome. Donc on est dans une situation, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas les marqueurs sériques dans un futur proche? Et si on suit ce que tu as dit, Anne-Gaëlle, il ne faut plus les arrêter. Et si on veut faire du DPNI à tout le monde, il faut les arrêter. Donc on est confronté à deux problèmes. Tu dis ça parce qu'ils font ça en Belgique et que finalement ils ont fait sauter cette étape de marqueurs sériques et qui passe directement au whole génome pour tout le monde. Oui. Ils ne sont pas revenus en arrière? Je crois pas. Non. Je vais juste compléter. Il y a deux éléments. Je pense qu'effectivement, au-delà de 1 sur 50, et j'imagine que vous faites ce travail-là, puisque ce n'est pas moi qui le fais, vous proposez un invasif. Pour la simple raison qu'effectivement, il y a quand même une forte proportion des trisomies communes et que de toute façon, on ira vers le geste invasif pour confirmer. Donc, je pense quand même que, et les chiffres de l'agence, le bilan de l'agence, on le voit quand même qu'il y a beaucoup de patientes, la majorité supérieure à 1 sur 50, elles vont vers le geste invasif. Donc, je pense que là, il n'y a pas de souci, mais il y a des patientes qui vont quand même préférer le non-invasif parce que même si c'est une chance sur deux, ça lui évite dans un cas sur deux. Voilà. Pour les anomalies autres, en fait, il y a quand même une augmentation du risque d'anomalie autre parce que quand on dit anomalie autre, on englobe vraiment beaucoup de choses, les anomalies segmentaires, etc. Il y a quand même une augmentation, il y a des papiers qui ont montré une augmentation du risque avec les marqueurs sériques. Et il faut se rappeler surtout que l'on ne propose pas le dépistage de ces anomalies à une population supérieure à 1 sur 1000. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que cette population-là, de toute façon, elle a un DPNI. Et donc ce DPNI-là peut révéler des anomalies autres qui peuvent échapper au signe d'appel échographique. Enfin, il peut ne pas y avoir de signe d'appel échographique, etc. Donc c'est vraiment rendu... On n'a pas sélectionné cette population-là pour lui dire
vous allez bénéficier du DPNI whole genome. Pas du tout. C'est que cette population, elle a déjà un DPNI. Et donc, on décide juste de rendre ce qui est significatif, ce qui va rendre service, entre guillemets. Enfin, on espère. Mais en tout cas, je n'ai pas eu le temps de vous montrer des exemples, mais on en a eu quand même pas mal. Hein. Quand je vous montre 40% de VPP pour les anomalies segmentaires, on sait très bien, c'est un déficit intellectuel en postnatal. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est quand même 40%. Donc, et il y a d'autres choses. Les marqueurs sériques, c'est pareil. Quand on fait les marqueurs sériques, on peut dire... il y a certains labos qui font les marqueurs de prééclampsie, donc risque de prééclampsie. Il y a d'autres risques. Quand on fait un test, on peut tomber sur d'autres risques, donc on les rend à la patiente si ça a un sens. Juste la question, c'est une rupture d'égalité dans le dépistage. Si on estime que le risque est identique, qu'on soit plus de 1 sur 1000 ou moins de 1 sur 1000. Et là, il y a une question éthique quand même qui se pose pour nos patientes. Mais je pense qu'elle se pose de toute façon pour le DPNI de façon générale. En fait, ce qu'il faudrait passer, c'est le cap du DPNI pour toutes les patientes, effectivement. Alors, on ne sera jamais dans la situation belge, parce que les Belges, vraiment, ils ont fait le choix de rendre toutes les anomalies. Donc une trisomie 7, une trisomie 1, toutes les anomalies sont rendues. Donc ils ont des VPP qui restent quand même beaucoup plus basses que celles que l'on va avoir en France. Parce que oui, on va en population générale et on va avoir de la mosaïque confinée au placenta, ça c'est sans aucun doute. Donc il faut vraiment sélectionner les anomalies qu'on rend. Ouais. On voit quand même qu'on est loin de... Enfin, pour le praticien de terrain, ça va devenir assez compliqué de donner de l'information, qu'il faut être très spécialisé pour donner entre l'info CMV et l'info T21 au premier trimestre. Ça va prendre un certain temps quand même. Et donc ça ne va pas aider le praticien de terrain pour... Puis on est loin finalement de la volonté politique initiale qui est de dire on dépiste la T21. On est vraiment loin de tout ça. Donc en fait, à un moment donné, c'est des vraies questions qu'il va falloir qu'on se pose. C'est quelle information on donne aux patients au premier trimestre pour dire quoi. Deuxièmement, c'est vrai que Anne-Gaëlle, tu dis il faudrait ou il faut ou on conditionne la prise en charge, par exemple pour les 1 sur 10, 1 sur 50 sur le DPNI passant par un CPDP, mais en fait non, parce que dans le décret, c'est rédigé comme ça. On préfère le vasif, mais à défaut, on rembourse. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... si le médecin traitant, il dit, vous voulez qu'on vous pique avec 1% de fausses couches, puisque c'est comme ça qu'on informe, versus une petite prise de sang, vous inquiétez pas, les gens, ils vont vers l'information qu'on leur donne. Et donc, voilà. Et puis en plus, les anomalies confinées au placenta, on voit qu'il y a des centres, des labos qui rendent, et des labos qui ne rendent pas. Et finalement, le praticien, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que quand on dit on rend quand il y a de l'information délétère sur le fœtus, oui, bien sûr, là, il y a un certain consensus. Mais quand l'écueil, c'est le retard de croissance, est-ce que pour le praticien, c'est utile de savoir que probablement la surveillance obstétricale ne sera pas la même quand il y a un retard de croissance qui risque fortement d'apparaître ou pas? Et donc finalement, on voit que même ça... il y a du débat et c'est assez compliqué. Et les labos, d'ailleurs, ils rendent en fonction du labo l'information ou pas l'information. Donc en fait, le praticien de terrain, il ne sait plus comment gérer tout ça et ça devient compliqué. Donc en fait, pour nous, il y a urgence à faire en sorte que l'info du premier trimestre ne soit pas hyper spécialisée et j'ai peur qu'on en soit loin et que l'évolution ne soit pas dans ce sens-là. Surtout si on va vers le DPNI pour tout le monde. Parce que là, tu ne sauras plus quel discours tu fais. Si on fait comme en Belgique, ça devient compliqué. Donc, moi, je suis partisane du simplisme, parce que la très grande majorité de ces patientes vont avoir un DPNI négatif. Donc, est-ce qu'on a intérêt à les bombarder avec toutes les possibilités du DPNI pour ce... Je pense qu'effectivement, vous avez raison, le dépistage de base, le message doit être très simple. C'est d'excellentes performances, on détecte majoritairement trisomie 13, 18, 21. Dans certaines situations, on peut détecter d'autres choses, mais avec un risque de faux positif, etc. Et quand elle a un résultat positif, de toute façon, les patientes ne retiendront jamais tout. Elles auront besoin de cette deuxième consultation plus concrète sur l'anomalie spécifique qui a été détectée pour elles, où le conseil génétique sera donné spécifiquement pour cette anomalie-là et pas pour d'autres anomalies. Merci beaucoup. Peut-être une toute petite dernière question que je me permets de poser en 2 minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup discuté en fait des problèmes des faux positifs. C'est en général les faux positifs qui sont fétaux, puisqu'en fait le fœtus n'a pas le karyotype que l'on retrouve, mais ce n'est pas un faux positif placentaire. Et il y a la question de comment on les gère, parce que par exemple, les trisomies 22, il y a potentiellement plus de risques de RCIU, de prééclampsie, donc il y a éventuellement une surveillance particulière. Et là, j'ai appris, je dois dire, que par exemple les trisomies 3, on ne les rendait pas, alors que le placenta, il a quand même une trisomie 3. Donc comment est-ce qu'on gère ça ?
partir du moment de toute façon où elles sont entrées dans le circuit, je pense qu'il faut garder une surveillance échographique de ces patientes un peu plus importante. C'est ce que disait Leïla, déjà parce qu'il y a des faux négatifs, et puis parce que si on a un faux positif, déjà une chose importante, c'est que toute atteinte placentaire va avoir éventuellement une répercussion sur le développement. Et donc du coup, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une trisomie sur le placenta, on sait que la croissance peut être impactée et éventuellement des complications obstétricales. Donc de toute façon, je pense qu'il faut le faire chez ces patients. Et du coup, les 3, pourquoi on ne les rendrait pas alors Pourquoi on ne rend pas les 3 alors deux petites choses, parce que ça me rappelle un élément très important de tout à l'heure, je suis désolée, sur la disparité des rendus de résultats entre laboratoires. Je pense qu'effectivement, il est très important de savoir le labo avec lequel vous travaillez, qu'est-ce qu'il rend exactement. On a établi des recommandations, mais je dois admettre que malheureusement, elles ne sont pas suivies de la même façon par tout le monde. Non, elles sont très connues. Elles sont connues par tous les laboratoires, ça je peux vous l'assurer. Tout le monde était présent, mais voilà. Le faux positif, donc là on est vraiment dans le faux positif placentaire. Ouais. Dans le faux positif placentaire, en fait, ce qu'on a privilégié, parce que vous allez avoir par exemple des trisomies 7 qui vont faire exploser le taux de faux positif du DPNI, qui ne sont jamais retrouvés chez le fœtus. C'est le cas de la trisomie 3 aussi, jamais retrouvés chez le fœtus. Le risque obstétrical ou de retard de RCU, pour nous, dans la littérature, il n'est pas majeur, au point d'être signalé. Contrairement à la trisomie 16, par exemple, où c'est vraiment fréquent. Donc, les Hollandais, ils disent que quand ils prennent toutes les trisomies rares, ils ont plus de risques de RCU, etc. Mais quand vous prenez individuellement, chromosome par chromosome, ce n'est pas le cas de tous les chromosomes. Merci beaucoup. Je crois qu'on va enchaîner, ce que j'avais promis qu'on serait à l'heure. Et à cause de moi, on est un petit peu en retard. Tu fais l'annonce ? Oui, donc on va passer à l'équipe du Dr Kotlaven et du Dr Rory Tambo qui va nous parler de la conduite à tenir en cas d'hyperclarté nucale ACGH normale. Donc avec une présentation mixte clinique et génétique. Oui, bonjour à tous, c'est une présentation en binôme avec Caroline Rory Tambo. Et je vous remercie, Nicolas et Véronique, de me laisser la parole sur l'hyperclarté nucale, bilan génétique invasif normal. Alors, il faudra définir ce que c'est le bilan génétique invasif normal. Donc ce topo est scindé en deux avec une partie plus obstétricale, imagerie et les issues neurodéveloppementales et néonatales de ces hyperclartés nucales. Et ensuite, le professeur Caroline Rory abordera les questions plus d'actualité sur les stratégies de surveillance. Est-ce qu'on peut poser ou pas sur ces fœtus qui ont des nuques élevées avec une ACPA normale? Alors, juste resituer la nosologie, hyperclarté nucale, hygromacolie, nuque épaisse. Parfois, il y a une confusion qui s'opère. L'hyperclarté nucale, elle est quand même bien définie. C'est bien l'espace liquidien situé entre la peau et les muscles, qui est régi d'ailleurs par un score qualité, le score d'Hermann, qu'on ne confond pas avec l'hygromacolie, bien que parfois, lorsque la nuque est très épaisse, en tout cas l'hyperclarté nucale importante, ça peut se confondre avec l'hygromacolie, qui est une dilatation des vaisseaux lymphatiques du cou, et la nuque épaisse, qui est une notion introduite par Benacerraf dès 87, et qui voyait un épaississement de toutes les parties molles sur une coupe cavo-cérébelleuse, donc après 14 semaines d'aménorrhée, et qui n'est pas strictement un échogène, comme pourrait l'être l'hyperclarté nucale. En tout cas, on peut aussi se poser la question de la définition d'hyperclarté nucale, qui est variable selon les centres, variable dans la littérature, elle n'est pas consensuelle, et certains centres ont mis le cut-off au centile 95, d'autres le cut-off au centile 99. En tout cas, le centile 99 correspondrait, quel que soit l'âge gestationnel, quelle que soit la LCC, à peu près 3,5 mm. Donc l'hyperclarté nucale, dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire des praticiens, de nous, gynécologues obstétriciens, elle est très associée, elle est même confondue avec le dépistage de la trisomie 21, mais vous le savez, je ne vous en prends rien, vous, public orateur aujourd'hui, que ce dépistage est cette nuque, cette hyperclarté nucale est un marqueur puissant d'anomalies structurelles, malformatives, syndromiques, géniques, comme les cardiopathies, les malformations digestives, etc. Bref, dans la méta-analyse de Bilardo, on voit que l'hyperclarté nucale génère 20 à 30% d'aneuploïdie. Bien sûr, il faut stratifier et vous verrez que l'incidence des anomalies chromosomiques est exponentielle avec l'épaisseur de cette nuque, que le risque globalement est augmenté d'issue périnatale défavorable et neurodéveloppementale, et que
comme pour les grossesses monobies, il ne faut quand même pas oublier que dans la plupart des cas, les issues sont quand même favorables chez ces enfants qui ont des nuques épaissis avec une ACPA normale. Donc, globalement, sur un fœtus à 13 semaines qui a une nuque épaissie, qu'elle soit supérieure au centile 95, 99 ou supérieure à 3,5, on a tout un spectre d'issues défavorables, la malformation et la fausse couche. On a des cardiopathies, bien sûr, en première ligne, mais aussi tout un tas d'associations syndromiques polymalformatives neuromusculaires, comme le syndrome de Noonan, les neuropathies, et Caroline Rorick vous en parlera tout à l'heure, le dit Georges, mais également tout un spectre de malformations digestives, et notamment les hernies de Coupole ou l'omphalocèle. Alors, les questions qui demeurent et qui animent nos staffs CPDP et qui animent les débats et qui ne sont pas résolues et qui nourrissent donc nos échanges, c'est le quid des rhasopathies. Quand est-ce qu'on va faire des panels de gènes sur ces rhasopathies et finalement quel est son rendement, quel est l'intérêt de faire ces recherches? Est-ce qu'on peut être complètement rassurant pour un couple qui vient vous voir à 14 semaines avec une nuque à 5,5? Est-ce que vous allez lui dire non, ça va aller, on va faire les échos et l'issue sera favorable? Si le couple demande une IMG, quelle est la position du médecin? Quelle est la position du CPDP? Quid de la persistance aussi de cette nuque épaissie au cours du suivi? Pas très très agréable, on n'est pas très confortable à 22 semaines de revoir cette nuque épaissie à 7-8 mm, même si elle est isolée. Et puis, quid aussi d'une nuque, comme je vous disais, supérieure à 5 mm, isolée, et avec un couple qui demande une IMG. Et c'est de la difficulté, je trouve, de ces situations aujourd'hui. Alors, on a des données dans la littérature sur les issues néonatales et qui peuvent aider le praticien à éclairer le couple et orienter le couple. On a des données sur les issues néonatales, on a des données sur les issues neurodéveloppementales. Il y a des belles méta-analyses qui ont été publiées dans Ultrasound par Souka, Bilardo. Et les issues néonatales, vous voyez, je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que plus la nuque est épaissie, j'ai un pointeur, pardon, plus la nuque est épaissie et plus le risque d'aneuploïdie est important. Vous voyez que pour une nuque, par exemple, à entre 5,5 et 6,4, le risque d'anomalie chromosomique est de 50%. Le risque de décès fœtal périnatal est de l'ordre de 10%, sachant que ces décès périnataux en situation d'hyperclarté nucale interviennent dans la grande majorité des cas avant 22 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, le surrisque, vous voyez, il est exponentiel de malformation. Et quand on regarde finalement des fœtus qui ont une nuque à 6,5, le taux d'enfants nés vivants bien portants, il est de 15%. Donc, une maman qui vient vous voir à 14 semaines avec une hyperclarté nucale isolée à 5,5, il y a 70% de risque que son bébé décède. Donc ça, c'est comme un outil qu'on peut avoir, qu'on peut garder en tête et qui peut être une base de discussion avec le couple. Les issues néonatales ont été bien explorées aussi par Bilardo, avec ici des issues d'arrêt de grossesse, les anomalies structurelles et les anomalies génétiques. Et là aussi, plus la clarté nucale est élevée et plus le risque d'issue défavorable est important. Senna, Marie-Victoire, en 2007, dans l'American Journal, avait montré aussi que l'odd ratio avait avec un facteur multiplicateur de 2,4 par millimètre d'hyperclarté nucale d'issue défavorable. Donc, on voit bien quand même que la nuque épaissie, l'hyperclarté nucale, n'est pas un bon marqueur. Alors, maintenant, si on fait un focus, non pas sur l'issue globale malformative, syndromique, associative, polymalformative, et si on fait un focus sur les issues neurodéveloppementales de ces enfants, de ces fœtus qui ont une nuque, une hyperclarté nucale au premier trimestre, on a un cariotype normal, et vous allez voir que, non, mais je vous le dis, toutes les études qui ont été publiées, la grande majorité des études qui ont été publiées avec des cariotypes. Il n'y avait pas l'ACPA. Et les études qui sont sorties avec l'APA sont beaucoup plus récentes et les données, du coup, moins robustes. Et donc, ce fœtus qui a une nuque épaissie à 5 mm avec un cariotype et une ACPA normale et qui régresse au deuxième trimestre, qui a des échographies de référence, de suivi, dont l'échocardiographie, qui objective aucune anomalie, et bien finalement, ces enfants ont plutôt pas mal. Et vous allez voir après sur les données de Buffin publiées en 2021, c'est la diapositive d'après. Finalement, le retard, le risque neurodéveloppemental chez ces fœtus-là, cette population
de fœtus, avec des échocardiographies répétées, des échographies de référence répétées, montrent que finalement, ces enfants ont une issue neurodéveloppementale favorable par rapport au groupe contrôle. Et ces groupes contrôle ont été publiés par Buffin en 2021 avec des données récentes, mais aussi 3 autres études prospectives avec des groupes contrôle. Vous voyez, c'est des enfants qui ont bénéficié d'un examen clinique à la naissance avec des scores d'ASQ de Autism Spectrum Quotient et qui montraient que finalement les scores neurodéveloppementaux étaient globalement comparables. Alors, la méta-analyse de Soteriadis, c'est une équipe grecque publiée dans l'Ultrasound, ne mettait pas aussi en évidence, et ça c'est peut-être une discussion qu'on aura après, sur les issues neurodéveloppementales entre des fœtus qui gardent une nuque épaissie au 2e trimestre. Alors certes, c'est une analyse en sous-groupe, c'est une analyse secondaire, donc la robustesse des données et la qualité de preuve scientifique est moindre, mais il semblerait qu'à la lumière de cette méta-analyse, les fœtus qui gardent une nuque épaissie au 2e trimestre, finalement, avaient une issue neurodéveloppementale comparable et inchangée. Et donc, c'est vraiment ce papier de Buffin portant sur 203 fœtus, c'est du prospectif observationnel avec un groupe contrôle, et qui a montré finalement qu'il s'est intéressé à ces 203 fœtus qui avaient une nuque, une hyperclarté nucale au 1er trimestre qui était élevée. Et vous voyez, ça a été stratifié, des fœtus entre 3 et 5 et supérieurs à 5. Et finalement, ces bébés, ces enfants, ont bénéficié d'un examen clinique avec un test psychomoteur de Brunet-Lésine à l'âge de 2 ans. Et on a pu calculer donc ces scores neurodéveloppementaux. Et vous voyez que par rapport au groupe contrôle, finalement, ces enfants, ces fœtus qui avaient une nuque épaissie, une hyperclarté nucale, au 1er trimestre, avaient de façon significative des scores neurodéveloppementaux de la coordination, du langage, de la sociabilité et du score global qui étaient diminués par rapport au groupe contrôle. Toutefois, et ça c'est très important, la nuance, c'est que certes, c'était globalement diminué sur la coordination, le langage, la sociabilité, mais ça restait quand même dans les normes. C'est-à-dire que ces bébés, ils allaient un peu moins bien, mais quand même dans les normes par rapport au groupe contrôle. Et ça, c'est une donnée quand même très très intéressante, avec un petit p significatif. Alors, comme je vous disais, la plupart de ces études sont intéressées à ces bilans génétiques invasifs, mais uniquement avec le karyotype. Et évidemment, l'ACPA, aujourd'hui, devient incontournable. Et on a des données de l'Agence de biomédecine de 2020 qui montrent que finalement, ces enfants, ces fœtus qui ont une nuque supérieure à 3,5, on découvre une anomalie pathogène de l'ACPA dans environ 8% des cas. Et l'implément diagnostique de l'ACPA par rapport au karyotype seul, il est d'environ 5%, et ça c'est la méta-analyse de Grande qui l'a mis en évidence en 2015. Et lorsqu'il y a d'autres malformations associées, cet implément diagnostique passe à 7%. Ça, c'est une étude de Maëla Leloup en 2016 qui a été publiée dans Prénatal et que je trouvais très intéressante et qui confirme un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que encore une fois, ces fœtus qui ont une hyperclarté nucale, qui ont une ACPA normale, un karyotype normal, et qu'on va suivre en écho avec des échographies de référence précoces, 16-18 semaines d'aménorrhée, finalement, ces enfants, lorsqu'il y a une écho à 16 qui est strictement normale, et bien dans 87% des cas, l'issue est favorable. Et quand vous répétez cette échographie de référence à 22 semaines, avec ou pas une écho-cœur, et bien là, on arrive à des issues favorables dans quasiment 100% des cas. Et donc, c'est vrai que ces échographies précoces dans ces situations permettent de rendre un pronostic au couple plus précoce. Et donc, en cas d'interruption médicale de grossesse, en cas de découverte d'anomalie, une prise en charge plus précoce avec une morbidité périnatale et maternelle moindre. Alors, on avait envoyé aux différents CPDP, les 48 CPDP de France, et je remercie Olivier Picon qui avait accepté cette enquête de pratique, sur les hyperclartés nucales au 1er trimestre, et qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe dans les différents centres. Et donc, je remercie aussi les différents participants d'avoir répondu. Bon, il y avait un taux de réponse qui était somme toute correct de 57%, malgré des relances. Ça a été envoyé en septembre 2001 et je voulais juste vous donner les quelques résultats avant de laisser la parole à Caroline Rorick. Globalement, le seuil de clarté nucale entre 11 et 13+6, à partir duquel les centres proposent un prélèvement, globalement, dans les 2 tiers des cas, il était de 3,5%. Il y a quelques centres qui proposaient des prélèvements ovulaires à partir de 3 mm. C'était un centre sur 5.
et d'autres centres qui avaient choisi un cut-off au centile 95 ou 99. Est-ce que ces dossiers avec une hyperclarté nucale pouvaient justifier d'une présentation en staff CPDP? Ben oui, ça pouvait faire l'objet d'une présentation dans à peu près la moitié des centres, avec quand même un seuil qui était retenu de 3,5, c'est-à-dire que la moitié des centres, quand un fœtus avait une nuque à 3,5, présentait le dossier en CPDP. Alors, quel est le bilan génétique invasif que proposaient différents centres? Ben, vous voyez que 2 centres en France ne font pas d'ACPA dans ces situations et que globalement, la plupart des centres font fiche karyotype ACPA, sachant que aussi quasiment un tiers des centres font une ACPA seule. Je vous livre les résultats bruts, on pourra en discuter après. Alors, est-ce qu'il y a un seuil, ça c'est une question qui était intéressante, est-ce qu'il y a un seuil de clarté nucale où la discussion d'une IMG sur cette recevabilité pouvait être discutée en staff CPDP, donc ces hyperclartés nucales sans hygromacolie, et ce, sans attendre les résultats génétiques, c'est-à-dire que la patiente, elle sort de son écho, la nuque est à 5 mm, elle ne souhaite pas faire de prélèvement vulvaire invasif, et elle vous demande, avec un fœtus à 6 mm, une nuque à 6 mm, est-ce que je vous demande une interruption médicale de grossesse? Eh bien, vous voyez que dans plus de la moitié des cas, les centres n'acceptent pas ces demandes d'IMG, quelle que soit l'épaisseur de la nuque, et d'autres centres en mosaïque, en fonction des seuils, vous voyez ici, il y a, je dirais qu'entre 5 et 6 mm, lorsqu'une patiente se présente dans ces CPDP-là et demande une IMG, alors il y a une recevabilité d'après le staff. Et maintenant, c'était une question qui s'adressait plus de façon presque subjective, personnelle au coordonnateur. C'est est-ce que vous, dans votre fort intérieur, vous pensez que sur ces fœtus qui ont une nuque à 5-6 mm, est-ce que ça vous semble avoir un pronostic néonatal plutôt péjoratif? Eh bien oui, on a l'impression quand même qu'entre 5 et 6 mm, il y a un point de bascule, un peu plus à la marge, au-delà de 4 mm, 4 mm 5, mais globalement, on va dire qu'entre 5, 6, 7 mm, ça emporte le morceau sur le pronostic postnatal défavorable. Alors, 100% des centres font les échographies de référence dans ces situations, et notamment pour les seuils à 3,5. Certains centres répètent ces échographies, la plupart des centres les font à 18, et la plupart des centres répètent cette échographie à 22. À la marge, quelques centres font 3-4 échographies de référence. Et concernant les échocardiographies, on va dire que 3 centres sur 4 font les échocœurs dédiés dans ces situations, avec un seuil toujours à 3,5. Parfois, des centres répètent l'échocœur aussi à 22 semaines, enfin plus tard à 26, voire même plus. Et il nous a paru intéressant avec l'équipe de savoir, en tout cas au CPDP du CHU de Bordeaux, nous avons organisé les choses ainsi, c'est fœtus qui ont une nuque à 5 mm, 5-6 mm et qui passent entre les mailles de tous les filets avec un bilan génétique invasif normal, les échocœurs, les échos de référence, on en fait au moins une, parfois 2 normales. Est-ce que ces enfants qui vont naître doivent bénéficier d'un examen clinique orienté ou d'une consultation anténatale dédiée? Mais oui, quand même. Globalement, dans la moitié des cas, il y a un centre sur 2 qui propose une information anténatale dédiée sur ces situations bien particulières de fœtus avec une hyperclarté nucale, avec un seuil là qui est disparate, à partir de 3,5, d'autres 5 mm. Et ces informations, ces consultations anténatales sont faites et assurées par des gynécologues obstétriciens seuls, mais parfois avec des généticiens seuls ou conseillers en génétique seuls. Et puis dans un centre sur 5, gynécologues obstétriciens et généticiens. Quid, et ça c'est un vrai débat, mais on a quelques réponses dans la littérature, bien que le niveau de preuve scientifique soit quand même très faible. Quid de cette nuque épaissie au 2e trimestre qui persiste avec une échocardiographie normale et strictement isolée? Eh bien oui, la plupart des centres, la plupart des opérateurs remesurent cette nuque au 2e trimestre sur l'incidence cavo-cérébelleuse. Et il semblerait qu'au sein des CPDP, la grande majorité des CPDP font le distinguo entre cette nuque épaissie, qui est dit cet édème nucal, on va dire entre guillemets, qui régresse ou qui ne régresse pas. Et donc cette évaluation postnatale, on l'a aussi questionnée, et un centre sur 2, globalement, diligente un examen pédiatrique orienté avec une consultation pédiatrique spécialisée dans un centre sur 4, une fois que le bébé est né. Je vais laisser la parole à Caroline Roric-Tambo, qui est notre généticienne anténataliste au CPDP du CHU à Troyes.
Bonjour à tous. Donc, je vais enchaîner. Merci aux organisateurs et merci à Frédéric de me laisser l'occasion de parler effectivement de génétique et donc, enfin, continuer à parler de génétique. Et cette fois-ci avec les nouveaux outils, donc notamment l'exome et même le génome. Je vous dirai un mot. Donc, quel est l'apport de l'exome dans le diagnostic de ces fœtus avec hyperclarté nucale? Donc, l'exome, vous savez que c'est une technique issue du NGS qui a révolutionné nos pratiques en termes de diagnostic justement d'enfants avec anomalie du développement depuis déjà plusieurs années, et puis depuis de moins nombreuses années, mais quand même, ça révolutionne nos pratiques en termes de diagnostic prénatal. Donc, qu'en est-il de la littérature internationale? Il y avait ce papier en 2019, donc paru dans le Lancet, où, effectivement, qui était assez avant-gardiste, où il y a eu une étude prospective au Royaume-Uni de 2014-2017 sur 610 fœtus porteurs d'anomalies échographiques, dont des fœtus avec hyperclarté nucale isolée, donc 93 fœtus avec hyperclarté nucale isolée. Et vous voyez qu'on trouve un diagnostic de certitude, on va dire des variants pathogènes dans des gènes, dans 8,5% des cas. Donc là, on est au-delà de l'ACPA, qui est normal, donc on a fait vraiment ce premier screening, anomalie chromosomique, trisomie principale, anomalie type CNV vue en ACPA, et donc là, on est vraiment sur les variants, les mutations, les variants dans les gènes, les causes géniques. Et vous voyez que, par exemple, pour des hyperclartés nucales isolées, dans cette étude supérieure à 4 mm, on a des syndromes rares, donc comme le syndrome de Noonan, dont on va reparler, qui est le plus fréquent des syndromes issus des rassopathies, ou encore des dysominies parentales ou un syndrome d'Opitz, des anasarques qui peuvent aussi donner syndrome de Noonan, le Cornelia de Lange, le Kabuki, qui sont des syndromes bien connus pour nous, les généticiens. Et vous voyez d'autres syndromes, d'autres diagnostics de rassopathie, 6 de plus dans cette étude, avec des fœtus qui avaient d'autres anomalies échographiques associées aux hyperclartés nucales. Donc, on revoit le syndrome de Noonan ou le syndrome cardio-facio-cutané. C'est important de noter qu'effectivement, on a souvent un taux, on en a parlé dans d'autres examens, de variants de signification inconnue, les VUS, donc variant of unknown significance, là qui était assez élevé à 4%. Dans cette étude, il faut penser, elle est assez ancienne, mais c'est vrai que c'était pas forcément un exome complet, c'est-à-dire le séquençage de tous les exons de tous les gènes, toutes les parties codantes, mais plutôt à peu près 2000 gènes qui codaient pour des maladies génétiques. Maintenant, on est plutôt sur des exomes de tous les gènes. Donc là, une autre étude chinoise sur 73 exomes chez des fœtus avec hyperclarté nucale supérieure à 3,5 mm. Et vous voyez, là, ils trouvent 5,5% d'anomalies. Donc ça reste significatif aussi. Et vous voyez deux rassopathies là aussi, 2 syndromes de Noonan avec hyperclarté nucale assez importante, entre 5 et 6 mm. Et puis d'autres signes associés, on va en reparler, des épanchements pleuraux, persistance de nuque, on en a un peu parlé, ou encore au long cours, hydramiose et cardiomyopathie hypertrophique. Pour vous parler un peu de génome, alors ça c'est vraiment encore plus... En fait, la publication est de 2019, mais c'est évidemment très récent et non appliqué en anténatal. Mais on commence vraiment à faire du génome depuis 2 ans en postnatal avec les plateformes génomiques. Mais il y avait cette étude. Alors l'intérêt du génome, c'est quand même ça va combiner l'ACPA et finalement l'exome. C'est-à-dire qu'on va à la fois pouvoir chercher des lésions, des duplications et aussi des variants ponctuels dans les gènes. Donc c'est un peu l'avenir, on va dire, avec toute la mesure qu'on peut avoir. Mais on va pouvoir analyser à la fois les CNV et les SNV par cette technique. Et donc là, vous voyez aussi à peu près 8,8% de variants pathogènes identifiés sur des hyperclartés nucales isolées, avec des petits effectifs quand même. Et puis s'il y a d'autres signes appels d'échographique, vous voyez, on est plutôt à 25%. Et ça, c'est vrai, et qu'effectivement, sur des signes d'appel échographique en tout cas plus de 1 signe d'appel d'écho, effectivement, on a un rendement qui augmente énormément. Dont là, on voit encore un syndrome de Noonan avec une nuque à 10 mm, hygroma kystique et d'autres signes. En France, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a l'exome prénatal qui est arrivé avec cette étude clinique, de recherche clinique diligentée par Dijon. Et donc, on est, nous, à Bordeaux, un des centres qui participons à cette étude. Donc, elle s'est faite en 2 ans sur 100 grossesses. Et on est maintenant à la phase 2. Et c'est pour vous dire que c'est au moment donc du prélèvement, au moment où on voit le couple, on fait un prélèvement liquide amniotique, le même, on fait une ACPA, et puis en parallèle, on lance cet exome qu'on doit rendre en 5 à 6 semaines, qui doit nous être rendu en 5 à 6 semaines.
Et vous voyez les indications, eh bien, c'est 2 malformations majeures. Donc c'est une femme enceinte entre 15 et 34 semaines, pas trop tard évidemment, pour avoir le temps de rendre les résultats. Et donc on sait quand même cantonner à 2 malformations majeures, ou une malformation majeure et une mineure, ou une seule, mais qui est susceptible de rendre un diagnostic positif. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est anomalie osseuse, qui est plutôt rentable, les cardiopathies, ça peut être discuté. Et donc, on rend en 5 à 6 semaines. Et là, vous voyez, ce qu'on peut retenir, c'est le taux diagnostic après ACPA, si on considère comme les situations avant. Vous voyez, on est à 22%. Donc, c'est tout de même, évidemment, rentable quand on a plusieurs anomalies échographiques. Mais pour vous dire, en France, aujourd'hui, on ne fait pas d'exome en cas d'hyperclarté nucale isolée. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Des panels de gènes, dont ce panel de gènes de rasopathie, qu'on va aller éventuellement rechercher pour ces hyperclartés. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de tester en France, et beaucoup de centres commencent à pratiquer ces recherches de panels et voir quel est le rendement. Donc, un mot sur les rasopathies, effectivement, je vous en avais parlé. Là, c'est les 3 principales, syndrome de Noonan, le syndrome cardio-faciocutané et le syndrome de Costello. Le plus fréquent, c'est vraiment le syndrome de Noonan, avec une incidence de 1 sur 1000 à 1 sur 2500, donc c'est très fréquent. Parfois associé à des lentigines multiples, on parle de syndrome léopard aussi. Vous voyez... Ah oui, je pense qu'il y a un truc à sauter, mais c'est pas grave. Donc la transmission est très souvent autosomique dominante, et puis il y a une quinzaine de gènes impliqués. J'avais une belle voie de signalisation attendez, je regarde juste si je l'ai. Ah ben voilà, je l'ai là. Magnifique. Donc je reviens. Oui, voilà. Au niveau dysmorphie, ben, vous avez ces signes dysmorphiques qui sont assez typiques, hein, avec voilà, des oreilles très basses implantées, un ptosis, des fentes palpébrales en bas en dehors, on a des hypertolorismes majeurs. Et donc, on a, en plus de ça, bien sûr, des retards de croissance et des retards de développement qui vont être variables d'un individu à l'autre et puis d'un gène à l'autre. Donc, on a une hétérogénéité génétique et également phénotypique. C'est-à-dire, un gène peut donner plusieurs syndromes. Et notamment, ce qui va nous animer dans les CPDPN, c'est effectivement le pronostic intellectuel, qui n'est pas évidemment facile à prédire, et notamment le syndrome de Noonan le plus fréquent. On a un pronostic qui est variable, qui peut aller d'un très léger retard psychomoteur à des difficultés d'apprentissage, et vous voyez, à une déficience intellectuelle légère. Certains papiers disent 20%, ce qui est quand même assez important. Ça, c'est pour montrer la voie de signalisation des RAS-MAPKinases. Donc, c'est vraiment un défaut, une dérégulation de cette voie de signalisation. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tous ces gènes peuvent être impliqués donc, dans le syndrome de Noonan, le CFC ou autre. Et donc, en réponse à un ligand type facteur de croissance, un récepteur tyrosine kinase va activer cette voie de signalisation et faire une phosphorylisation des protéines ERK pour la survie cellulaire, la différenciation, la prolifération. Donc, 2 études principales se sont intéressées au rendement de ces panels de rasopathie en anténatal. Cette étude, effectivement, rétrospective sur 424 fœtus, c'est l'étude des Pays-Bas avec ACPA normal. Donc, ils ont fait un panel de gènes qui était entre 1 et 10 gènes de rasopathie. Et ils ont trouvé 9,4% d'anomalies, dont le principal gène impliqué était PTPN11, sans trop de surprise. Et donc, le signe le plus fréquent précoce, c'est l'hyperclarté nucale. Et ils se sont intéressés au seuil, voyez, de cette hyperclarté nucale entre les fœtus qui n'ont pas de mutation dans ce panel de rasopathie et ceux qui en ont. Et vous voyez, donc, il y a une répartition assez, on va dire, équilibrée pour les fœtus sans mutation et ceux avec mutation dans le panel de rasopathie. Vous voyez qu'à peu près 75% des fœtus ont une clarté nucale supérieure à 6,5 mm, dont, vous voyez, plus de 40% supérieure à 8 mm. Donc vraiment, clarté nucale très, très importante pour les fœtus avec rasopathie. Et la deuxième étude plus récente, donc, qui conjugue deux cohortes canadiennes et italiennes, là aussi rétrospective. Et, ils ont inclus des fœtus, 352 fœtus, et vous voyez qu'il y avait au moins un signe. Donc vous voyez, ça allait de l'hyperclarté nucale isolée, mais bien sûr des signes de dysplasie lymphatique, d'hygroma kystique, d'anasarque, de chylothorax acide ou de cardiopathie à type de dysplasie valvulaire ou CMH. Et puis, bien sûr, des fœtus avec ACPA normal. Hein, encore une fois, on a enlevé toutes les anomalies chromosomiques. Et ils ont fait ce panel de rasopathie. Et là, ils ont trouvé un taux de détection autour de 14%. Donc, c'est assez conséquent. Et jusqu'à 20% quand on a des signes comme, effectivement, la cardiomyopathie hypertrophique, la nasarque ou les épanchements de sérose. Là encore, le gène PTPN11 est le gène le plus fréquemment impliqué.
Et donc, ils se sont intéressés au rendement diagnostique selon le nombre d'anomalies chromosomiques. Et effectivement, vous voyez que 96% des patients avec mutation avaient au moins 2 anomalies échographiques et qu'on multiplie par 6 le rendement, quelque part, de ce panel si on a plus d'une anomalie échographique chez ces fœtus. On passe de 3% à 18%. Donc, de manière intéressante, quelle est la nature de ces signes d'appel échographiques? Et vous voyez, donc, je vous ai mis de manière croissante, l'hyperclarté nucale isolée, elle est à 1%, alors quand elle est entre 3, 5 et 6. De manière intéressante, entre 3 et 3,5 mm, comme on dit, certains centres font des gestes invasifs à partir de 3 mm, il y avait 0% de rendement de mutation pour cette population-là. L'hygroma kystique isolé, on est à 5%. Quand la nuque augmente jusqu'à 6, on est à 10%. Et au-delà de 6, il faut enlever le égal, on est à 20%, vous voyez. Et puis, si l'hygroma est persistant au deuxième trimestre ou s'il est associé, on est entre 21 et 28%. La cardiopathie congénitale, vous voyez, 25%. L'hydrops, 33%. L'épanchement thoracique, 41%. Et les cardiomyopathies hypertrophiques, très spécifiques, on est presque à 70%. Donc voilà, les corrélations génotype-phénotype sont importantes aussi. Ils se sont intéressés dans cette étude à la sévérité du phénotype postnatal en fonction du phénotype prénatal. Et de manière assez évidente, mais bon, c'est toujours bien de le signaler, on se rend compte qu'effectivement, 8 des 11 patients diagnostiqués avec phénotype léger en postnatal l'ont été en postnatal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été diagnostiqués en prénatal, et 7 des 9 patients qui avaient un phénotype sévère ont été diagnostiqués en prénatal. Mais attention, bien sûr, un diagnostic anténatal ne présage pas toujours de la sévérité, évidemment. Les signes de sévérité ici, c'était la cardiopathie congénitale létale ou non opérable ou nécessitant une greffe cardiaque, les difficultés d'apprentissage importantes avec retard de langage ou le retard de croissance inférieur à -3 DS. Pour ce qui est des corrélations génotype-phénotype, le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins des rassopathies, est sorti donc fin 2021. Et effectivement, continue à dire qu'il n'y a pas de claire corrélation génotype-phénotype en fonction de ces gènes, à part quelques gènes. Vous voyez, le gène BRAF, par exemple, où c'est très souvent associé à une déficience intellectuelle. Donc, quand on est anténatal, on pourrait être un peu guidé. Le gène CARAS également, celui du syndrome de Costello, très souvent associé à une déficience intellectuelle et des anomalies cérébrales. Et puis, les gènes RAF1 et RIT1 sont plutôt associés à des cardiomyopathies hypertrophiques. Le gène SOS1, lui, en revanche, est moins souvent associé, donc pourrait être un peu plus rassurant à la déficience intellectuelle et au retard de croissance. Et puis le PTPN11, le plus fréquent, on dit Noonan classique, ce qui est un peu tout à rien dire, comme je vous ai dit, avec ces risques de retard des développements qui sont quand même qui sont assez faibles, surtout en termes d'intensité, mais quand même qui existent. Voilà, et donc pour finir sur cette étude, c'était effectivement le deuxième de grossesse, c'est assez catastrophique en termes de parce que finalement, en termes de devenir, sur les 41 fœtus mutés, vous voyez, il y avait 63% d'IMG, 10% de mort fœtale in utero, 10% de naissance prématurée, et puis donc sur les 17% de grossesse à terme, il y avait 2 décès inférieurs à 1 an, et puis 5 vivants. Mais c'est vrai qu'il faut bien dire que la quasi-totalité de ces fœtus avaient des atteintes sévères pendant la grossesse, donc c'est vrai que c'est ce qu'il faut retenir quand il y a plusieurs atteintes, et quand elles sont sévères, évidemment, le pronostic est plus sévère, et 2, le risque de trouver une anomalie type mutation dans un panel de rassopathie est plus important. Voilà, donc nous, je voulais en conclure là, je crois qu'on n'a pas mis de conclusion plus que ça. Voilà. Et je voulais vous dire effectivement que nous, à Bordeaux, c'est ce qu'on commence à faire sur les panels on fait ça depuis un petit moment sur les panels de rassopathie. Effectivement, on a trouvé à peu près ce pourcentage-là sur une quinzaine de fœtus qu'on a fait aujourd'hui. On a 2 variants, une vraie mutation PTPN11 et un variant de certification inconnu. Donc la discussion est ouverte pour le reste des questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans ce cas-là, je vais commencer parce que là, par exemple, dans la dernière étude, vous montriez que, oui, il y avait plus de risques de trouver une rassopathie quand il y avait des anomalies associées, mais justement dans la question où il y a simplement une hyperclarté nucale, qu'est-ce qu'on fait d'un diagnostic de rassopathie et qu'est-ce qu'on fait devant une demande d'IMG? Comment réagir? Tout à fait, vous savez, la question
reste entière. C'est la question on piège. On est en pleine évaluation. Honnêtement, c'est vrai qu'en France, avec ce tour de cette enquête, etc., on se rend compte que les pratiques sont assez aujourd'hui différentes et on va tendre à s'harmoniser sans doute. Mais il y a une question quand même, la réponse c'est de savoir l'intensité de la clarté nucléale. C'est vrai que quand on est à 3, 5, 4, bon, on est moins inquiet, et puis on a tout ce qui est études sur le devenir des enfants. S'ils ont une mutation, effectivement, on essaie de voir pour ce qui est des corrélations génotype-phénotype, mais encore une fois, c'est au cas par cas. Après, quand la clarté nucléale est supérieure à 6 mm, c'est vrai qu'on a les autres facteurs qui rentrent en jeu, dont la viabilité. C'est le phénotype échographique après qui conditionne beaucoup la réalisation de ce panel en fait. Merci beaucoup pour ces données très intéressantes. Alors, juste pour vous donner l'expérience de Robert Debré, Hélène Capri, qui est notre généticienne, s'intéresse beaucoup aux rassopathies. Et là, on a mis en place l'exome en prénatal. Et on lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Panel versus exome systématique. Alors, on n'a pas vraiment encore décidé du seuil de clarté nucléale à partir duquel on le proposerait. Mais elle préfère qu'on propose un exome parce qu'elle trouve que le rendement du panel n'est pas exceptionnel pour les rassopathies. Donc voilà, c'est juste. Alors après, nous, on n'est pas non plus à 15% de rendement, on est plus vers 10% sur le panel. Et ça, c'est une vraie question, effectivement, entre exome et panel, mais c'est vrai que là, la question posée était plus sur l'hyperclarté nucléale isolée. Je ne sais pas si vous faites de l'exome sur l'hyperclarté nucléale isolée. Vous commencez là, voilà, juste. Mais effectivement, il y a des études, nous aussi en Nouvelle-Aquitaine, on aurait une étude qui débuterait. Et là aussi, le rendement, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment sur les corrélations génotype-phénotype qui ne sont pas évidentes sur une seule hyperclarté nucléale versus un syndrome polymalformatif. Donc, c'est vraiment le début, mais tout à fait. De toute façon, ce débat, il existe aussi en postnatal, entre panel de gènes et exome. Est-ce qu'on séquence tout et on regarde tout? Est-ce qu'on séquence, on regarde virtuellement certains gènes? Il faut évaluer. C'est en cours d'évaluation. Oui, merci, parce que finalement, votre sujet, il est au centre de la difficulté d'information qu'on a à donner dans ces situations-là. Et finalement, un des écueils quand même qu'on a dans les études, et dites-moi si je me trompe, c'est quand même que beaucoup d'études sont du suivi pédiatrique à 2 ans. Et que, rappelez-vous du papier du Lancet sur la prématurité à 34 semaines d'aménorrhée qui a fait comme la révolution. Ah oui, on est handicapé à 34 semaines d'aménorrhée, il y a du handicap. Donc en fait, ce Lancet, en fait, il a remis au centre finalement qu'est-ce que c'était que l'information, et c'est pas facile. Et finalement, on les voit dans les réseaux de périnatalité avec le suivi des réseaux d'aval qui doivent être spécialisés, avec des gens formés, avec une unité de diagnostic qu'on n'a pas toujours dans ces papiers-là. Et le fait de dire à 2 ans, ils vont bien. C'est juste, quoi. Et en fait, il nous manque un peu ce suivi néonatologiste avec de la qualité sur 5 ans, 7 ans. Et ça nous manque pour pouvoir effectivement être plutôt rassurant. Et en fait, le principe de précaution fait qu'effectivement, on craque un peu dans beaucoup de situations, quoi. Sur 2 ans, c'est déjà pas mal, mais il faudrait plus. Oui, c'est sûr. Très bien. Si vous n'avez plus de questions, je vous invite à revenir vers 10h30 pour les nouveautés en diagnostic prénatal et en médecine fœtale.